Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus pour ce workshop. Donc aujourd'hui, en fait, ce que je vais aborder, pour certains sont peut-être venus hier voir Vincent Lombard, un de mes collègues en termes de sécurité, notamment sur la mise en conformité NIS2. Moi, je vais un peu parler des réglementations aussi, notamment NIS2, DORA, on va revenir sur certains points. Mais le cœur de cette présentation aujourd'hui, ça va être les vulnérabilités. Et en fait, globalement, comme on va dire ce slide de présentation l'indique, en quoi aujourd'hui c'est le cœur de notre métier, à tous en tant qu'experts de cybersécurité, pourquoi la vulnérabilité est importante dans notre écosystème, et on va dire qu'est-ce qui fait que bien connaître, bien traiter ces vulnérabilités est un élément majeur et un élément, on va dire, très important pour nous, experts de la cybersécurité. Pardon, j'espère que ça va pas se mettre. Donc déjà, un petit peu pour me présenter, donc moi je m'appelle Fabien Brisset. Je travaille pour Alcatel-Lucent Enterprise, ça existe encore, effectivement, mais sous le nom ALE International officiellement. Donc vraiment des produits de télécommunication destinés aux entreprises. Donc on va retrouver commutateur, réseau, switch réseau, routeur, on va dire serveur de téléphonie, poste téléphonique, etc. Et aujourd'hui, en fait, moi je suis précisément spécialiste sécurité cloud pour la solution Rainbow, donc d'ALE International, qui est un client UCAS, un peu un Teams à la française, donc développé par nos équipes en France. Et donc depuis 4 ans, je gère la sécurité de cette solution, mais aussi sa conformité aux différentes réglementations et aux différentes, je dirais, référentiels ISO, puisqu'on est ISO 27001 notamment, ainsi qu'HDS et un certain nombre de certifications. Et je vous ai laissé quelques liens, c'est plus comme ça, mais on va dire que je me passionne beaucoup pour la cybersécurité et plus précisément sur les vulnérabilités et leur analyse. Donc en fait, comment on va aborder cette présentation? Je vais commencer par faire un petit peu un comeback dans l'histoire, un petit peu à la définition, à l'étymologie du mot vulnérabilité, à ce qu'on entend par vulnérabilité, avant de parler un peu de l'écosystème des outils dont on a à notre disposition aujourd'hui et qui nous permettent de traiter ces vulnérabilités précisément, avant d'aborder certains problèmes que moi j'ai pu rencontrer personnellement. Donc il y a 2 types de problèmes particuliers. Le premier, c'est le problème de la vulnérabilité dans une solution cloud. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça impacte? En quoi c'est différent, on va dire, d'une vulnérabilité dans un système d'information normal, standard? Je vais parler aussi des problèmes vis-à-vis des réglementations, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous incombe maintenant et qu'est-ce qui va tomber sur nos écosystèmes de produits. Avant de faire un petit retour d'expérience sur 2 vulnérabilités que j'ai traitées, qui m'ont paru assez pertinentes de les aborder avec vous aujourd'hui, afin de conclure sur pourquoi j'indique finalement dans ce fameux programme du Cyber Show que la vulnérabilité est le cœur de la cybersécurité aujourd'hui. Alors, oui, j'ai fait un peu de français, un peu de latin sur cette diapositive, pardon, parce que je dis transparent ça me rappelle des souvenirs. Donc vulnérabilité, forcément, est un dérivé, on va dire, du mot vulnérable, donc avec le suffixe cité, et quand on regarde la définition de vulnérable, on va revenir sur vulnérare, blessé. Donc en fait, qui peut être blessé, qui peut être attaqué, qui peut être prise. Donc une vulnérabilité en soi, c'est une faiblesse. Si d'ailleurs on reprend les termes de l'ANSSI dans la définition de ce qu'est une vulnérabilité, on parle de faiblesse. Une vulnérabilité n'est pas forcément un défaut. C'est une faiblesse qui fait qu'elle peut être exploitée afin de pouvoir compromettre, de pouvoir blesser un système d'information ou un produit ou différentes choses. Et donc, en cybersécurité, comme je disais à l'instant, comme c'est une faiblesse, on va avoir différents moyens de remonter ces vulnérabilités. On va retrouver, on va dire, tout ce qui va être CERT, tout ce qui est canaux d'information, les CERT, les PSIRT, tout ce qui est à notre disposition en tant qu'expert sécurité pour avoir des informations sur les vulnérabilités. On va avoir aussi tout ce qui va être SOC, tout ce qui va être système Security Operations Center, pardon. On va aussi avoir tout ce qui va être à travers des tests d'intrusion, de la Red Team, du Bug Bounty, ce genre de choses. On va aussi avoir, je dirais, du reporting interne. Je veux dire, un exemple tout bête, un employé vous dit cette badgeuse ne fonctionne plus, c'est une vulnérabilité. C'est une vulnérabilité qui va concerner la sécurité physique de vos locaux. Mais ça reste une vulnérabilité. On va aussi avoir ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte, c'est-à-dire des personnes qui vont très bien vous informer « Ah, attention, j'ai remarqué sur votre produit peut-être une vulnérabilité », si vous avez la capacité d'avoir ce genre de canaux de remontée d'informations. Et donc en fait, si on reprend, on va dire, à travers tous ces éléments qui nous permettent de remonter des vulnérabilités, on va dire des statistiques, les statistiques sont très parlantes. Je ne voulais pas le mettre juste pour ça, mais c'est vraiment assez parlant. Si vous regardez,
C'est peut-être, si c'est à peu près bien. On va dire qu'entre 2013 et 2023, on a une multiplication de pratiquement par 5, selon des sources qui sont Cyberwatch et globalement le NVD, on a une multiplication par 5 des vulnérabilités. C'est-à-dire que en 1988, et je vais y revenir par la suite où a été découverte la première vulnérabilité, maintenant on est quand même à des statistiques qui montent vers les 25 000, et pour 2024-2025, je n'ai pas les chiffres précisément, mais on est encore parti pour monter très très haut. Si vous avez bien suivi l'actualité, on a vu qu'en 2025, on a déjà commencé, d'ailleurs non, c'est même 2024 avec les Forti, les vulnérabilités sur les Forti qui sont tombées et qui ont été démontrées comme étant exploitées. Donc ce qui veut dire qu'en fait, ce chiffre aujourd'hui, la vulnérabilité ne fait qu'exploser. Et pourquoi elle ne fait qu'exploser? C'est pas parce qu'elle n'existait pas avant, c'est qu'avant on n'y prêtait pas forcément plus attention. La notation, on va dire en termes de CVE, n'est apparue que plus tard, elle n'est pas apparue en 1988, globalement. Même si aujourd'hui on a pu renommer, le NVD a pu renommer, on va dire, ces vulnérabilités, cette notation n'est pas apparue auparavant. Et donc, combien d'autres vulnérabilités ont pu exister sans qu'elles soient, on va dire, recensées, notées ou évaluées? Et donc après, ce qu'il faut aussi savoir sur les vulnérabilités, comme je le disais au début, c'est qu'en fait, c'est pas uniquement du logiciel. On ne parle pas uniquement d'une librairie, on ne parle pas uniquement d'un FortiGate, on ne parle pas uniquement d'un certain nombre de choses. Là, je vous ai mis des exemples. La première, en 1988, qu'on appelle le verbe Maurice, affectait les systèmes Unix. Alors, je ne suis pas partisan de Microsoft ou de quoi que ce soit, mais c'est pour dire qu'on ne peut pas rester dans le, dans le débat uniquement Windows est concerné. La vulnérabilité concerne tous les équipements. La vulnérabilité, on peut aussi, comme je disais tout à l'heure, parler de la vulnérabilité physique. C'est extrêmement important de considérer la vulnérabilité dans son ensemble comme une faiblesse, et pas uniquement la partie logicielle. Après, c'est pareil, je vous cite notamment en 2014 Heartbleed, c'était sur le protocole SSL. Heartbleed a fait couler beaucoup d'encre. En 2017, bon voilà, WannaCry, enfin plutôt Eternal Blue, pardon. J'ai mis WannaCry parce que WannaCry peut être plus parlant. Mais globalement, Eternal Blue, la fameuse faille côté SMB, a fait quand même parler de beaucoup de choses. Ensuite, 2018, effectivement, on a eu Spectre et Meltdown qui ont montré que les architectures matérielles n'étaient pas exemptes de vulnérabilité. Les processeurs n'étaient pas exempts. Et qui dit combien de fois ça a pu être exploité par des attaquants afin de pouvoir accéder à des systèmes d'information. Et enfin, la fameuse qu'on a tous malheureusement, je pense, connue, si en 2021 on était dans le milieu, c'est Log4Shell, qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a démontré un petit peu, en termes de librairies utilisées par des services tiers, que globalement on pouvait être impacté. Donc d'une certaine manière, et je sais que je vais me répéter, donc n'hésitez, il ne faudra pas hésiter à me le dire à la fin que je me suis répété, globalement, une vulnérabilité ne concerne pas uniquement Windows, une vulnérabilité ne concerne pas uniquement les imprimantes, le SSH, etc. Les vulnérabilités doivent être traitées dans leur ensemble, comme un ensemble qui affecte votre système d'information. Mais après ce petit passage ou cette petite introduction, je dirais qu'on pourrait dire alarmiste, on est quand même doté d'un écosystème qui nous permet aujourd'hui de traiter les vulnérabilités. Là, je vous ai mis essentiellement du software. Donc on va retrouver du dependency track, on va retrouver du Nessus, on va retrouver des scanners, actifs, passifs, on va retrouver des solutions qui peuvent être commerciales ou non de gestion de vulnérabilité. On va retrouver aussi nos sources d'informations telles que je les ai citées auparavant, qui sont les CERT ou les scanopsirt. On va retrouver tout ce qui est système de notation, bien évidemment tout ce qui va être CVSS, EPSS, SysAkeb, qui vont nous permettre, on va dire, de classifier la vulnérabilité. Bref, on n'est pas démunis. Mais, globalement, on n'est pas démunis, mais il ne faut pas traiter la vulnérabilité avec, comment je vais dire, enfin, il faut la traiter avec importance, on va dire. Maintenant, je vais aborder le problème du cloud. Donc, comme je vous disais en préambule, donc, moi je travaille en tant que spécialiste sécurité cloud sur la solution Rainbow, qui est une solution regroupant un certain nombre d'open source, comme vous pouvez le voir. Et en fait, vous pouvez voir que cette solution, finalement, à travers tous ces open source, m'amène un ensemble de vulnérabilités à traiter, à gérer, et d'être capable, on va dire, de pouvoir suivre ce flow, mais aussi, surtout, de pouvoir garantir de notre solution ce qu'on va appeler les grands critères qu'on connaît tous, la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité. Puisqu'effectivement, quel est le risque? Sur la confidentialité, on va aborder, on va dire, le risque de vol de données. On va aussi aborder le risque d'accès non autorisé, comme on va aborder le risque d'espionnage,
mais aussi le risque d'altération et de manipulation des données, qui revient aussi, on va dire, à une rupture de la confidentialité. Dans l'intégrité, on va aborder les risques par rapport à ces vulnérabilités d'altération des données, l'injection de code malveillant, notamment quand on utilise beaucoup d'applicatifs web. On sait que les XSS sont quand même de plus en plus répandus, et encore plus aujourd'hui, notamment sur les moteurs de rendu web, avec notamment l'exploitation des fichiers vectoriels, qui permettent d'injecter des commandes très fréquemment. On le voit très bien avec les mises à jour de Chrome et de Chromium. On va avoir la manipulation des transactions, donc là c'est un cas particulier qui va plus aborder tout ce qui va être e-commerce, transactions bancaires, transactions financières. On va avoir aussi le risque de falsification des journaux, donc les journaux d'accès ou de falsification des logs, qui est quand même quelque chose de très risqué, notamment en termes d'impact d'une vulnérabilité. Et enfin, sur la disponibilité, on va arriver sur ce qu'on appelle l'interruption de service, la destruction, le ransomware et la défaillance des systèmes. Donc globalement, on va dire que ça, c'est les trois problèmes, c'est les trois critères avec 4 problèmes majeurs qui font partie on va dire, de mon challenge aujourd'hui dans la gestion des vulnérabilités. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la réglementation, puisque notre solution est destinée à être vendue, on va dire, à un ensemble de clients, tous secteurs confondus. Et donc là, pour revenir un petit peu dans le temps, la loi de programmation militaire 2023, et on va y revenir, je vais aborder un peu plus en détail. On a le nouveau référentiel Security Code, octobre 2023 aussi, pardon. On a aussi octobre 2024 l'entrée en vigueur de NIS 2, janvier 2025, donc il n'y a pas si longtemps, la mise en application de DORA, et octobre 2026, dans laquelle on parle de la mise en application du CRA. Mais en quoi toutes ces réglementations concernent les vulnérabilités, puisque c'est un peu ça le cœur du problème? C'est assez simple. La LPM 2024-2030, c'est l'article 66. L'article 66 qui va dire l'obligation de notifier à l'ANSSI les vulnérabilités significatives. Sachant que le significatif est encore en cours de discussion sur le sujet. Donc ce qui veut dire que vous devez avoir un plan de gestion de vulnérabilité, globalement. Il faut savoir être capable, faut que vous soyez capable, de quantifier la vulnérabilité. Ce qui m'amène au Second Cloud, qui finalement ne fait que dire ce que je viens de dire à l'instant, c'est d'avoir un processus de gestion de vulnérabilité. Que ce soit une veille ou que ce soit de la gestion. Ensuite, NIS 2, alors là j'étais un peu plus catégorique, on peut en discuter. Globalement, pour moi, l'ensemble de la directive NIS 2 parle de la vulnérabilité. Je pourrais m'attarder sur des objectifs de sécurité bien précis dans lesquels le mot vulnérabilité est utilisé, mais globalement, quand je relis la transposition, notamment le brouillon de la transposition de l'ANSSI, pour moi, globalement, cette directive traite de la vulnérabilité. Quand vous parlez notamment dans un des objectifs de sécurité, et c'est ce que je vous parlais au début de cette présentation, de sécurité physique, c'est une vulnérabilité. Peut-être ça ne s'appelle pas CVE 2025 quelque chose, mais c'est une vulnérabilité, cela doit être traité en tant que tel. DORA, alors DORA un peu plus compliqué parce que le texte, je l'ai lu, est assez complexe à comprendre. On parle souvent de détection préventive des faiblesses. Donc comme je disais au début, pour moi une faiblesse est une vulnérabilité. Il y a aussi ce qu'on appelle dans DORA le Threat-Led Penetration Testing, c'est-à-dire le test d'intrusion dédié à la menace qui peut concerner le secteur bancaire. Globalement, ça veut dire que vous allez à la recherche de vulnérabilités. Et enfin, CRA, globalement, c'est ce qu'on a vu à travers les attaques de type chaîne d'approvisionnement, type supply chain, c'est-à-dire l'obligation pour les fabricants à la fois de maintenir la gestion de sécurité d'un produit durant tout son cycle de vie, mais aussi de gérer, on va dire, les vulnérabilités au niveau de la chaîne d'approvisionnement logicielle. Et là, effectivement, je reviens dans l'aspect logiciel. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça a un peu fait couler de l'encre dans l'open source, puisqu'en fait, il y a eu pas mal de questions, notamment comment on allait pouvoir gérer ce genre de flow d'informations ou de vulnérabilités. Donc ça, c'était pour la partie on va dire, des problèmes qu'on rencontre, nous, aujourd'hui, sur cette solution cloud. Maintenant, je vais aborder une partie un peu plus différente, un retour d'expérience. La première, c'est une vulnérabilité que j'appelle GhostScript. GhostScript est un logiciel open source et que nous utilisons au sein de notre solution pour notamment générer des vignettes de nos fichiers PDF afin de pouvoir offrir à l'utilisateur une prévisualisation, on va dire, de la première page de son document. En septembre 2023, donc comme indiqué sur le transparent, on a eu une alerte remontée par un chercheur en cybersécurité allemand qui nous dit « Attention, vous avez une RCE, donc une Remote Code Execution, sur ce logiciel. » Ok, on reçoit l'alerte, on teste.
bien évidemment avec les équipes, et on se rend compte que globalement, on est capable de complètement mettre l'infra par terre et potentiellement de, je vais dire, d'injecter du ransomware, d'ouvrir un canal distant, d'ouvrir un reverse shell. Bref, on se rend compte que c'est la catastrophe. Donc forcément, voilà, c'est pour ça que le 14 septembre, communication officielle, hein, bien évidemment à nos clients. On n'était pas encore en 2023 sur ces aspects NIS 2, hein, c'est vraiment la procédure que l'on suit aujourd'hui, nous, sur cette solution. Et globalement, on a dû couper la fonctionnalité puisqu'on n'avait pas de remédiation et il n'y avait pas de CVE associée. Aucune CVE Ghostscript n'existait au sein de la base du NVD. Donc on a discuté avec ce chercheur, on a essayé de voir s'il fallait nous-mêmes communiquer, et on s'est rendu compte que ce logiciel était un peu une boîte noire. Alors c'est pas une critique, hein, mais disons que la base, on va dire, de bug n'était pas accessible à l'utilisateur lambda. Donc c'était difficile de pouvoir remonter une information. Donc forcément, la première décision sur une solution cloud, malheureusement, on a dû arrêter la disponibilité de la fonctionnalité. Voilà. Mais pour faire ça, il faut aussi communiquer avec ses clients. Donc canal de communication. Et finalement, c'est 4 jours après, oui, c'est le 18 septembre, pardon, qu'il y a eu la publication officielle. Donc ce qui veut dire 6 jours après la découverte. Donc pendant 6 jours, on aurait pu être sujet à cette vulnérabilité. Enfin, donc au 30 septembre, on s'est rendu compte qu'il y a eu enfin l'application de correctifs finaux, puisqu'en fait, on a dû passer par les équipes R&D, les équipes opérations, afin de pouvoir vérifier que le logiciel en était capable de faire un fixe, on va dire, de backporter un fixe, et aussi, on va dire, de compiler une nouvelle version qui n'avait pas cette vulnérabilité-là. Donc malheureusement, ça montre que pendant 18 jours, pardon, on a dû couper la fonctionnalité. Et bien évidemment, donc le 2 octobre, on a enfin pu clore l'incident, puisque là on avait une solution qui était viable, sur laquelle il était impossible de reproduire le script d'exploitation. Et donc là, on a pu réactiver le service qu'on a fait durant le week-end, à travers des astreintes, afin de pouvoir rendre la fonctionnalité aux utilisateurs. Donc ce qui est important dans on va dire, dans ce retour d'expérience, à mon sens, c'est surtout que globalement, c'est pas parce qu'une CVE n'existe pas sur le NVD qu'il faut la sous-estimer. C'est un petit peu cet exemple que je vous citais avec les remontées d'employés, les lanceurs d'alerte, etc. Il ne faut jamais prendre ça à la légère. Bien évidemment, il y a des gens qui vont chercher l'aspect financier. Et ça nous est aussi arrivé, des gens qui nous remontent des vulnérabilités en disant « si vous me payez, je vous donne la vulnérabilité ». Il ne faut pas non plus tomber dans cet extrême. Mais globalement, si quelqu'un vous dit « il y a une vulnérabilité et est enclin à vous la diffuser », il faut toujours accepter cette remontée d'informations. C'est un excellent canal, et là, c'est l'exemple parfait, on va dire, d'une vulnérabilité que si jamais on avait attendu, on ne sait pas ce qu'aurait pu se passer sur l'infrastructure. Puisqu'on... Oui ? Juste une petite question, comment ce chercheur allemand vous identifie comme étant l'utilisateur de Ghostscript ? En fait, il était passionné de Ghostscript, et globalement, en fait, il savait, je ne sais pas comment il a su, mais en fait, il aimait bien notre solution, il l'a utilisée, il nous a remonté un bug. Voilà. Ce chercheur, je le remercie encore, hein, on a vérifié son authenticité, hein, bien évidemment, mais voilà. Et donc, oui, pour revenir sur ce point, c'est globalement, effectivement, tout canal d'information qui vous remonte une vulnérabilité ne doit pas être pris à la légère. Voilà, ça c'est extrêmement important. Parce qu'après, ça m'amène sur le second rétex. On a dû tous connaître. Régression. La fameuse vulnérabilité dans SSH. Découverte par un chercheur de Microsoft. Qui notamment, si vous vous rappelez bien, cette vulnérabilité, quand elle est sortie, a défrayé la chronique sur tous les médias. Développé, tous les sites informatiques techniques, vous avez eu je ne sais combien d'articles sur cette vulnérabilité, le protocole SSH est corrompu, c'est une catastrophe, vous vous rendez compte, tous les serveurs sont etc. Effectivement, on a reçu l'alerte du CERT-FR de l'ANSSI, donc voilà, ça fait partie de notre flot, on va dire, de surveillance. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand on a commencé à analyser ? Déjà, on s'est rendu compte qu'on n'avait aucun asset, aucun actif qui était exposé sur Internet. Donc déjà, vous réduisez la voilure on va dire, de vulnérabilité, en quelque sorte. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la patcher, c'est pas ce que je dis. Je veux dire, il ne faut pas céder à l'urgence. C'est ça qui est extrêmement important. Il faut bien analyser. Donc on s'est dit, on va surtout sécuriser les biens critiques, les actifs critiques, et par la suite, on va se mettre tranquillement pour patcher, remédier de manière, on va dire, continue, le reste des actifs. C'est comme ça qu'on a géré cette vulnérabilité, c'est pour ça que vous voyez un délai sur cette timeline qui va du 1er juillet au 16 juillet. On y a été vraiment de manière tranquille, sans mettre de pression aux équipes, sans déclencher des plans rouges, sans déclencher de cellules de crise. Et en fait, surtout, qu'est-ce qui s'est passé sur régression ?
c'est surtout le 8 juillet qui est intéressant. Quand il a été démontré qu'en fait les hackers ont lancé des scripts d'exploitation sur GitHub qui étaient eux-mêmes vérolés. Et qui en fait, tous les gens qui ont téléchargé ces scripts se sont vérolés en voulant tester la vulnérabilité. Puisqu'en fait, il y avait eu tellement un enclin média pour dire c'était la fin du monde, qu'en fait, on n'a pas pris le temps de se poser et de vérifier l'authenticité de ces scripts d'exploitation. Or, quand vous êtes analyste VOC, ou même expert sécurité, CISO, RSSI, enfin tout ce qu'on veut, on doit toujours prendre le temps, même s'il y a l'urgence. Il ne faut pas céder à la panique, en fait. Et là, régression, en plus, il a été démontré par la suite, si vous suivez nos limites sécu en termes de podcast, que globalement, si mes souvenirs sont bons, ça a affecté essentiellement les systèmes 32 bits, et notamment les authentifications par mot de passe. Donc si jamais vous étiez en certificat, et vous n'étiez pas sur un système 32 bits, ben, globalement, le risque s'approchait plus de zéro qu'autre chose. Donc c'est pour ça qu'il faut être très prudent. Et c'est là l'intérêt de ce deuxième retour d'expérience, c'est de dire attention à ce qu'on entend sur on va dire, sur les flots d'informations qu'on reçoit. Notre esprit critique et notre esprit d'analyse est extrêmement important lorsque l'on travaille la vulnérabilité. Et donc en fait, j'en arrive finalement vers la fin. Pourquoi la vulnérabilité? Finalement, c'est le cœur de notre métier. Déjà, elle est essentielle pour définir la stratégie cyber de son organisation. Parce que quand vous définissez votre stratégie cyber, ou même quand vous l'évaluez chaque année, vous allez maintenir à jour une cartographie de votre système d'information. Vous allez faire une analyse de risque. Mais pour faire ça, vous avez besoin de connaître vos faiblesses, vos vulnérabilités. Vous avez besoin de savoir, par exemple, je ne sais pas, je vais donner un exemple qui peut peut-être faire hérisser le poil, mais voilà, il y a du BYOD dans notre organisation. Donc j'ai une faiblesse à cet endroit-là. Comment je fais pour la traiter? Ça fait partie de l'analyse de risque. Ça fait partie de la cartographie du système d'information. Donc globalement, la vulnérabilité, vous en avez besoin dès le départ, et même de manière récurrente. Parce que globalement, quand vous connaissez ces faiblesses, vous êtes capable d'établir une priorité, vous êtes capable d'établir un plan d'action. C'est comme ça que vous allez définir votre PSSI. C'est de cette manière-là que vous allez avoir votre politique de sécurité. Donc la vulnérabilité, elle est forcément présente dès le démarrage d'une activité cyber dans une organisation. Mais il n'y a pas que ça. Malheureusement, aujourd'hui, elle est omniprésente. C'est ce qu'on vient de voir à l'instant. Que ce soit à travers NIS2, DORA, CRA, la vulnérabilité est complètement omniprésente, on va dire, dans les réglementations. Même l'ISO 27001 qui a évolué, si vous regardez bien, quand on demande, notamment, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il y a une partie sur la veille de menaces, dans l'ISO 27001, dans le nouveau référentiel, globalement, c'est la veille de menaces, c'est quoi? C'est de connaître les vulnérabilités qui existent. Quand vous avez du threat intel dans votre organisation, les indicateurs de compromission, c'est quoi? C'est des attaquants, d'une certaine manière, qui vont exploiter tel type de vulnérabilité. Et c'est ce qui va vous permettre de définir, de manière générale, toute votre sécurité. Et maintenant, dans les réglementations, c'est devenu, on va dire, omniprésent. Un de nos concurrents, malheureusement, a subi une attaque par chaîne d'approvisionnement logiciel. Et donc, ça a un peu défrayé la chronique, puisqu'en fait, globalement, les communications ont pu être espionnées, et on ne sait pas aujourd'hui si ça a été un acteur étatique ou pas. Mais globalement, depuis cette affaire-là, et depuis d'autres affaires qu'on a pu connaître, notamment essentiellement en France, on pourrait citer les hôpitaux, qui malheureusement sont une cible privilégiée, c'est pas dans le sens qu'ils sont vulnérables ou qu'ils sont faibles, c'est pas ce que je veux dire. Mais il y a quand même une forme d'obsession sur l'attaque sur les hôpitaux, on va dire. Et donc en fait, la vulnérabilité, comme elle est devenue omniprésente dans les référentiels et les certifications, vous devez avoir une politique de veille et une politique de gestion. Mais aussi, c'est tout secteur confondu, si vous êtes fournisseur de logiciels. Nous, on le voit, je veux dire, on fournit à des banques, on fournit à des acteurs étatiques, on fournit à des clients lambda. Je veux dire, on est impacté par NIS2, par DORA, par la LPM, on est impacté par toutes ces réglementations que je vous ai présentées, en fait. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, si on n'a pas cette gestion de vulnérabilité, si la vulnérabilité n'est pas au cœur de notre stratégie, de nos produits, globalement, on ne vend plus, en fait. Tout simplement. Il ne faut pas non plus négliger l'importance de la communication. Il n'y a rien de pire qu'une vulnérabilité qui n'est pas communiquée au client. Donc si un client vous communique une vulnérabilité que vous ne communiquez pas derrière. Et je ne parle pas forcément de personnel de type RSSI.
Ça peut aussi bien être un canal de communication entre vendeurs dans lequel il dit « Attendez, j'ai lu cet article-là, est-ce que vous êtes vulnérable ?» Donc il est très important d'avoir une politique de communication. Et une politique de communication rassurante. Et encore une fois, quand je vais dire rassurante, je ne dis pas on n'élude pas la question. Si on est vulnérable, on le dit. Mais on le dit d'une manière rassurante. Nous faisons tout pour prendre en compte, pour remédier, puisque c'est ça l'intérêt. Et aussi, bien évidemment, dans les réglementations, et ça notamment, je l'ai assisté hier à une présentation sur Dora, d'ailleurs ici même, la maîtrise de la chaîne d'approvisionnement, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire qu'on peut parler du... Comme dit dans Dora, on parle du fournisseur de niveau 3 ou du fournisseur de niveau 4. Mais la chaîne d'approvisionnement, c'est aussi le logiciel. Si jamais vous utilisez des langages qui s'appuient beaucoup sur des librairies, ça fait aussi partie de la chaîne d'approvisionnement. Mais logiciel. Enfin, un autre point pour lequel la vulnérabilité c'est important, c'est que c'est une force de les connaître. C'est une force de les anticiper. Et bien évidemment, cette force, comment on l'a? On l'a à travers différents moyens. On a aussi donc, les tests d'intrusion, tout ce qui est Red Team, Bug Bounty. Alors bien évidemment, j'entends bien que des fois le budget, la discussion d'un budget sécurité, justement mon collègue le présentait hier, ça peut être compliqué, notamment vis-à-vis d'un COMEX. Mais c'est important de pouvoir au moins avoir un des trois, quand on peut. Surtout si on est ISO 27001, au moins les tests d'intrusion quand même. Mais voilà, c'est extrêmement important. Pareil sur l'utilisation des scanners, passifs-actifs. La pratique d'audit régulier. Un audit met en avant vos vulnérabilités. Un audit n'est pas là pour dire vous faites mal votre travail. Il est là pour dire attention, là il y a quelque chose qui ne va pas. Un exemple personnel, quand je me suis fait auditer en interne cette année, c'est globalement qu'il me manquait des fiches réflexes face aux nouvelles menaces. Et donc les équipes opérations qui sont censées répondre à ces incidents à ma place n'avaient pas forcément l'information. Moi je l'ai dans la tête, mais eux ne l'ont pas. C'est une faiblesse. Voilà, mais je ne le vois pas comme quelque chose de négatif. Et bien évidemment, la connaissance des bons canaux d'information, donc qui reste toujours et encore une force. Et enfin, aussi l'intérêt de la vulnérabilité, c'est qu'elle va nous permettre de faire évoluer le système d'information. Puisqu'en fait, quand on les connaît, on va se dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Et j'aime bien le premier exemple, surtout le premier point, parce que j'en ai discuté récemment avec un collègue à moi qui travaille dans le secteur bancaire, et qui me dit, le problème chez nous, c'est qu'en fait, on a des serveurs qui, malheureusement, doivent tourner sur certaines technologies qui ont plus de 10 ans, 15 ans, etc. Comment on fait pour sécuriser? On avait une discussion sur le sujet. C'est simple. C'est une vulnérabilité, il ne faut pas se voiler la face. On se dit, comment on peut faire? Est-ce qu'on met plus de pare-feu? Plus de l'authentification forte? Est-ce qu'on isole le système? Doit-on maîtriser sa matrice de flux? Bien évidemment que oui. Mais globalement, ça va permettre, tout ça, de faire évoluer le système d'information. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant dans la vulnérabilité. C'est qu'en fait, elle va nous permettre de continuer de pratiquer la défense en profondeur. Et en fait, en la mettant au cœur de la cyber, on va être capable de mettre en place une meilleure défense en profondeur. Et elle se renouvelle d'elle-même, en fait. C'est quelque chose de vivant. Il faut considérer comme quelque chose de vivant qui évolue chaque fois, chaque année, chaque mois. Et il ne faut vraiment pas le voir comme étant... Alors, c'est vrai que j'ai utilisé le terme faiblesse qui peut avoir un impact négatif sur la vision qu'on a, mais une faiblesse, c'est comme une faiblesse quand vous faites un sport de compétition. Vous pouvez aussi y pallier, vous pouvez trouver des points forts, vous pouvez vous renforcer. Et donc la vulnérabilité, il faut vraiment la considérer... Alors, ça va paraître un peu un workshop philosophique, mais c'est vrai qu'il faut la considérer dans son aspect humain, en fait. C'est ça qui est extrêmement important. Et bien évidemment, quand elles amènent à faire évoluer le SI, malheureusement, ça peut aussi amener à devoir revoir des critères de produits logiciels, à devoir être plus restrictif sur les produits logiciels. GoScript, je ne vous cache pas qu'on se pose la question aujourd'hui de le remplacer, quoi. Même si on a mis tous les verrous possibles sur, on va dire, sur la manière de générer des vignettes, le nombre de vulnérabilités qu'ils ont subies durant l'année 2024 m'a horrifié. Donc aujourd'hui, on essaye déjà de réfléchir avec les équipes de recherche comment on peut changer ça. Parce que pour moi, même si on a mis tous les verrous possibles, pour moi, le logiciel n'a pas bonne réputation, si vous préférez. Et c'est pas une critique envers les développeurs, c'est j'aimerais juste pouvoir discuter avec eux. Et aussi, quand vous connaissez vos vulnérabilités, vos faiblesses, ça peut aussi vous aider... À 11h30, comment inscrire la cybersécurité dans la culture de l'entreprise?
Voilà. Ça peut aussi... Directeur général. J'attends un peu. Voilà, pardon. À 11h30, pour inscrire la cybersécurité dans la culture de l'entreprise, également les entreprises. Ça peut aussi vous amener à établir des plans de formation adaptés. Si vous savez que vous avez des faiblesses, notamment sur du BYOD dans un service comptable ou dans un service ou dans un COMEX, bah, établissez des plans de formation adaptés. C'est un exemple. Hein. Pas que j'ai quelque chose contre le BYOD, hein. Je suis moi-même en BYOD, mais globalement, c'est un exemple. Et donc, finalement, et c'est là que je vais conclure cette présentation, c'est la vulnérabilité, des fois, peut être sous-estimée. Et moi, ce que j'ai envie de vous transmettre comme message, c'est ne la sous-estimez pas. Effectivement, c'est quelque chose qui me passionne, mais il ne faut pas la sous-estimer, quelle qu'elle soit. Je dis bien quelle qu'elle soit, parce que aujourd'hui, quand on regarde un peu l'actualité, ou quand on se fie, on va dire, aux médias, on voit la vulnérabilité logicielle, le fameux CVE-quelque chose. Non, il n'y a pas que ça. Vous avez une porte dans l'entreprise qui, on la tire un peu fort, elle s'ouvre, c'est une vulnérabilité, un attaquant va rentrer. Un portique qui n'est pas sécurisé, dans lequel on peut talonner des gens, c'est pareil. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que, à mon sens, la vulnérabilité est le cœur de notre métier. D'une part parce qu'elle nous permet elle est présente dès le départ de la définition d'une stratégie cyber, comme je le disais, le point 1. Qu'elle est omniprésente dans les réglementations qui viennent, qui sont déjà là ou qui vont venir. Aussi parce qu'elle nous permet d'avoir une force en tant qu'expert sécurité pour pouvoir anticiper les attaques et anticiper les menaces. Et enfin parce qu'elle nous amène à faire évoluer notre système d'information durant, on va dire, la vie de ce système. Je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions, je suis ouvert aux questions.